Bonjour à tous et à toutes, Altis FM. Aujourd'hui, une nouvelle émission, La dernière preuve, avec Katia, notre présentatrice, animatrice, créatrice, et bien sûr une des Bonjour. cofondatrices de l'émission. Et puis notre invité exceptionnel, consultant, spécialiste, expert, Permanent. permanent, Roger-Marc Moreau, criminaliste. Bonjour, Bonjour bonjour, Roger-Marc. Bonjour Roger Marc. Donc Merci Roger-Marc, bonjour beaucoup à vous deux, bonjour à tout le monde. de nous rejoindre. merci à beaucoup déjà de nous rejoindre, effectivement. Et puis ensuite, si vous aimez, comment vous aimeriez qu'on vous présente ou comment aimeriez-vous vous présenter? Eh bien, le plus simplement possible, je m'appelle Roger-Marc Moreau, je suis criminaliste consultant. Alors, criminaliste, je pense que c'est le terme de mot qui, dans l'imagerie populaire, dans l'inconscient collectif, voilà, on voit de grandes enquêtes, on voit des moyens développés, on voit la télévision, des séries américaines. Qu'est-ce qu'un criminaliste? C'est un spécialiste en matière pénale, et plus particulièrement en matière criminelle. D'accord, donc en fait, oui, il y a le niveau contraventionnel, le niveau délictuel et le niveau criminel. Et donc vous, Surtout criminelle. voilà. Et, euh, et c'est plus un statut, un titre qu'une profession. On peut l'exercer comme criminaliste consultant ou simplement être simplement criminaliste, parce qu'un criminaliste, c'est également c'est un théoricien du droit. C'est pas seulement une personne qui agit sur le terrain. Il y a les deux possibilités. Il y a eu beaucoup de criminalistes en France par le passé qui n'étaient que des enseignants, par exemple, des enseignants du droit Donc, et des auteurs de livres qui, qui intervenaient pour essayer d'améliorer la procédure pénale. donc la Quelle différence est la entre un différence? criminaliste, Tu excusez-moi, m'as coupé. ouais, criminaliste consultant et criminaliste. Quelle est la limite? C'est le terrain, en fait? C'est l'expérience de terrain? Oui, le criminaliste peut être simplement un théoricien du droit ou alors un praticien du droit. Nous sommes, nous sommes des praticiens, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain et on étudie les dossiers, et on essaye d'intervenir dans le cours des affaires judiciaires. Ok. Katia, tu avais une question? Pourquoi ce métier? Qu'est-ce qui vous a amené, Roger Marc, à relever ces défis, d'aller réouvrir ou réouvrir des dossiers ou reprendre, parce que c'est un travail vraiment de titan, de retravailler des dossiers. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Est-ce qu'il y a une affaire en particulier qui a déclenché chez vous cette volonté ou est-ce que ça a été au fil du temps plus Non, c'était assez rapide parce que lorsque j'étais étudiant en droit, on avait décidé avec un de mes amis et puis qui faisait ses études avec moi de créer d'abord une agence de recherche Hmm. pour financer nos études, en quelque sorte, pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Mais c'était plus par amusement aussi. Mais j'ai eu la chance rapidement qu'on me confie des affaires d'ordre judiciaire et des affaires d'ordre criminel. Et là, je me suis rendu compte que moi, qui ne connaissais rien, finalement, de la vie, j'étais encore très jeune, eh bien, j'avais plus de résultats que les services de police ou de gendarmerie. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un créneau, quelque chose d'important à faire. Et ce que ne faisaient pas, mais finalement, les agents de recherche privés ne faisaient que des affaires civiles, des affaires commerciales, des affaires financières. Ils ne faisaient pas d'affaires d'ordre criminel. Et donc, moi, je me suis spécialisé dans ce domaine. Donc, j'étais dès le départ un agent de recherche criminel ou un détective criminaliste. Et puis, avec les années, bien, C'est j'ai dans quelles années complètement ça, Roger Marc? arrêté toute activité. C'est Pardon? c'est dans quelle période à peu près ce début-là? C'est dans les années 70, 80? À la fin des années 70 et D'accord. surtout dans les années 80, après que j'ai été à l'armée. Et euh, donc, à l'époque, bien évidemment, tout restait à faire. Ce n'était pas encore bien connu comme activité. Mais par la suite, on va décider de finalement d'arrêter. Je vais décider d'arrêter complètement les affaires
civiles, en particulier les affaires financières, les affaires commerciales, et de me consacrer uniquement aux affaires pénales et criminelles. Aujourd'hui, Je me en suis rendu 2000, compte qu'il y avait un manquement complètement. Je ne comprenais pas dès le départ comment moi je pouvais résoudre des affaires qui étaient en cours depuis des années et avec des dossiers épais comme ça et qui les services administratifs n'avaient pas abouti. Ça veut dire qu'il y avait un problème à ce niveau-là et qu'il était indispensable d'offrir ce service complémentaire. Au départ, c'était plutôt pour les parties civiles d'ailleurs, c'était plutôt pour les victimes que j'intervenais, pas forcément pour la défense. Et qu'est-ce qui a fait que ça, en fait, qu'est-ce qui a fait que ça a évolué et finalement de plus en plus, au final, pour la défense? Alors, ça a toujours été, c'est pas la défense, mais pour moi, ça me paraît encore plus important. En effet, une personne accusée à tort, ça représente un double préjudice. Tout d'abord, euh, c'est lui et tout son entourage, sa famille, qui se trouvent dans une situation catastrophique. Vous savez que Voltaire avait dit mieux vaut un, un- un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Et moi, je suis parti du même principe. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on accuse un innocent, également, on crée un préjudice terrible aux victimes, parce que c'est pas le bon coupable. Le véritable coupable n'a pas été identifié. Donc, c'est un double préjudice qui est commis contre les personnes, les victimes, mais également contre la société, finalement. Il faudra indemniser à la fois l'innocent qui a été accusé à tort, qui va faire des années de prison, mais il faudra également, finalement, reprendre l'enquête, souvent trop tard d'ailleurs, qui ne sera peut-être jamais résolue, parce qu'on a focalisé sur une personne qui n'était pas la bonne. là, vous faites écho ou référence à l'affaire Omar Haddad, par exemple, qui a Non, été très médiatisée. oui, peut-être trop d'ailleurs par rapport aux autres. Parce que finalement, cette injustice que tout le monde a compris dans l'affaire Omar Haddad, mais ma foi, je le vois tous les jours, les affaires. Pas spécialement à cette affaire, pas plus particulièrement à celle-là qu'une autre. Et le fait de médiatiser, ça a un impact sur C'est les absolument dossiers, sur la gestion. indispensable. C'est absolument indispensable parce que nous sommes des criminalistes, mais nous sommes finalement, nous ne faisons pas partie du système judiciaire à proprement parler. Nous ne sommes pas des auxiliaires de justice. Et par conséquent, l'administration, les tribunaux, les magistrats ne veulent pas, a priori, tenir compte de nos conclusions. Ils n'en tiennent compte que parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est parce qu'on démontre qu'il y a là une injustice qui a été commise. Mais si, moi je le sais, c'est pas suffisant pour les déranger, ça ne les dérangera pas. Il faut que ça puisse impacter sur leur carrière professionnelle. Pour cela, on a besoin de le faire savoir. Et les magistrats, leur carrière ne progresse qu'en vue des notations. C'est-à-dire s'ils sont mal notés, eh bien, ils n'auront pas de progression au niveau de leur carrière. Malheureusement, en France, les magistrats sont irresponsables. Même s'ils commettent une erreur, ils peuvent pulvériser votre vie et pulvériser la vie de votre famille, de vos proches. Ils ne risquent rien. Même si c'est des fautes commises très graves, ils n'ont pas respecté le code de procédure pénale, ils n'ont pas respecté euh, L'éthique ou la la présomption déontologie. d'innocence, ils n'ont pas accepté de faire les demandes d'actes nécessaires, ils sont en faute, mais ils ne seront pas punis, ils ne seront jamais poursuivis, ils sont considérés comme étant parfaitement irresponsables de leurs faits et actes. Par conséquent, le seul moyen qu'ils soient sanctionnés, c'est parfois de faire connaître l'affaire, et puis si c'est connu, eh bien, en revanche, ils ont une hiérarchie. Cette hiérarchie les note. Et s'ils sont mal notés, eh bien, ça va jouer en défaveur dans la progression de leur carrière. C'est tout. Mais c'est suffisant. Ils n'auront peut-être pas leur petite médaille ou leur récompense qu'ils espéraient avoir, car souvent, ce sont des gens qui sont avides d'honneur et de reconnaissance. Donc,
Il faut qu'ils soient irréprochables. Et si jamais ils se font épingler en permanence, eh bien, ça ne va pas jouer en leur faveur. Donc, c'est ainsi qu'on va réussir à les contraindre à tenir compte finalement de nos éléments, de manière à ce qu'une injustice reconnue ne soit pas commise au préjudice de citoyens français ou autres. En tant que criminaliste, quel poids, donc un poids énorme finalement, repose sur vos épaules? Ça peut donner espoir à une personne qui a été mal jugée finalement. Comment vous le vivez à titre plutôt personnel? Eh bien, écoutez, c'est tout le but de notre action, hein, c'est d'essayer d'aider les gens qui n'ont pas d'autre solution, qui sont désespérés, qui se trouvent dans une situation impossible. En règle générale, nous sommes le dernier recours. Mm. Le dernier recours, le dernier rempart, quoi, derrière, avant l'injustice et pour le respect des libertés individuelles. Donc, c'est ainsi que l'on est perçu. Et c'est ce que nous faisons. Qui c'est qui vous contacte de manière générale? C'est l'avocat? C'est la famille? Comment ça se passe? Ce sont soit les victimes, les personnes qui sont eux-mêmes victimes d'un dysfonctionnement judiciaire, que ce soit du côté partie civile ou que ce soit du côté de la défense, soit ce sont les avocats, soit ce sont des associations de défense des droits. Il y a toutes sortes de personnes qui peuvent nous contacter. En général, ce sont des gens qui pensent que notre intervention sera utile en vue de l'administration d'une bonne justice. Et Quand les vous avez... relations avec la justice, justement, est-ce qu'elles ne sont pas difficiles, compte tenu du fait que vous allez retravailler des dossiers qui ont déjà été pris en compte par la justice? Alors, dans certaines affaires qui sont médiatisées, où il y a des bras de fer, avec c'est assez rare finalement, avec un magistrat qui se cramponne à ses convictions, qui ne veut pas revenir du tout, reconnaître une faute quelconque, eh bien oui, ça peut être un peu conflictuel, mais ce sont des choses qui vont se régler devant la cour d'assises. On va faire citer à comparaître les témoins, ou on va même se faire exciter nous-mêmes à comparaître, et puis on verra bien qui va gagner. Hein, mais bien évidemment, ceux qui comptent, alors certaines fois, ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues, par exemple ne pas vouloir entendre un expert judiciaire qui apporterait un élément primordial en vue de la manifestation de la vérité. Donc ce sont des fautes pour moi commises. Et c'est ainsi qu'on est obligé de médiatiser les affaires de manière à contraindre les magistrats à faire correctement leur travail, dans le respect des droits des uns et des autres. En quelque sorte, on est bras armés de l'avocat. Il faut bien comprendre. On travaille avec les avocats. On est là pour étayer leur dossier. Nous ne sommes pas, contrairement à l'avocat, on ne va pas défendre n'importe qui. C'est-à-dire que l'avocat ne veut même pas savoir si son client est coupable ou innocent. Il peut très bien défendre une personne coupable en disant il est innocent. Ce n'est pas notre cas. Nous, on doit administrer la preuve de l'innocence des personnes que l'on défend, ou la culpabilité d'une autre si jamais c'est une affaire de partie civile. Par conséquent, il faut forcément que l'on ait la vérité sur l'affaire. On ne défend que des personnes dont nous avons la certitude, nous sommes persuadés qu'il y a un dysfonctionnement judiciaire. Et lorsque l'on dit une personne est innocente, c'est parce que nous avons des éléments qui nous laissent penser, croire, qui nous donnent la conviction absolue qu'ils ne sont pas coupables. Sinon, on n'a aucune chance d'aboutir, premièrement. Et nous ne travaillons pas d'ailleurs pour prouver l'innocence ou la culpabilité d'une personne, nous travaillons toujours en vue de la manifestation de la vérité. Nous ne sommes pas des mercenaires, nous ne travaillons pas pour une personne en particulier, nous sommes saisis dans un dossier et après c'est nous qui jugeons comment nous devons travailler et ce que nous allons défendre. C'est un risque que prend la personne qui nous saisit, c'est-à-dire que si jamais il y a une tentative de manipulation, ça peut se retourner contre lui. Parce qu'on va peut-être déterminer que la personne qui voulait se faire passer innocent, qui voulait jouer sur notre réputation de défendre des gens innocents, eh bien, il va peut-être se rendre compte que finalement, il s'est trompé
et que ça va se retourner contre lui parce que nous-mêmes, on ne va pas lui faire de cadeau. Si on détermine qu'il a voulu, qu'il est coupable, eh bien, on va s'arranger pour que ça ne lui profite pas du tout, hein, d'avoir fait appel à nous. Au contraire, ça va étayer sa culpabilité. On ne va pas le dénoncer, mais enfin, le simple fait que, par exemple, on soit saisi, que ça soit médiatisé, et puis que l'on annonce brutalement et sans raison, nous nous retirons du dossier, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mm. Si on se retire d'un dossier, Le message est eh bien, clair. les magistrats vont pouvoir dire, même eux n'y croyaient, n'y ont pas, se sont rendus compte qu'il était coupable. Hein, voilà. Donc, il n'a pas intérêt, le justiciable, à nous saisir si il est réellement coupable. Nous ne sommes pas des mercenaires. Quelles sont les forces d'appoint donc, que vous pouvez déclencher, les expertises que vous pouvez déclencher pour permettre l'évolution de l'enquête et la manifestation de la vérité? Alors, nous travaillons avec des experts judiciaires reconnus, en général agréés par les tribunaux, par les cours d'appel ou la cour de cassation, et donc dans tous les domaines, que ce soit l'expertise dans l'écriture, la balistique, la L'ADN. génétique, le, je ne sais quelquefois c'est des problèmes d'accidentologie, la criminalistique en règle générale, la toxicologie, enfin, tout est abordé. À chaque fois qu'on a besoin d'un expert, on a un carnet d'adresses très important. Avec l'expérience que vous avez finalement peut-être constitué un pool, une équipe où les gens se font confiance, se connaissent, et donc, Absolument. non? Aussi bien les Ouais. avocats Ouais. que les experts et que notre équipe, on se connaît, on se fait confiance et on travaille ensemble. Et quelquefois, on fait appel à d'autres personnes, évidemment. Toute personne qui a une éthique, qui veut agir en vue de la manifestation de la vérité, bien évidemment. Et c'est la majorité, hein, finalement. Les gens détestent, les citoyens détestent la justice, simplement. Rien que l'idée qu'une injustice soit commise, c'est quelque chose d'insupportable. Et au départ, Et aujourd'hui, vous avez des affaires en cours sur les réseaux. On voit certains, vous travaillez, vous êtes parti en Italie. Est-ce Oui, que vous alors voulez, est-ce qu'on peut en parler de cette des affaire affaires? Oui, d'Italie, ah ouais, si vous voulez, oui, c'est vrai que j'étais parti en Italie. D'ailleurs, j'étais parti avec deux journalistes. Une journaliste du Var Matin, Nice Matin, Monaco Matin. Elle travaille pour les trois médias parce que c'est le même groupe. Et elle a déjà fait deux grands articles de une sur cette affaire. Et puis, on a été rejoint également par une journaliste italienne qui a suivi l'affaire, qui travaille dans un grand média de faits divers italien. Et puis, nous étions partis également avec l'avocat de la défense, de la partie civile, pardon. Et donc, nous sommes travaillés, nous avons été sur le terrain, on avait auditionné des témoins. Il s'agissait d'empêcher le classement, que l'on ferme un dossier dans lequel nous soupçonnons vivement qu'il y a eu un crime de commis, un homicide volontaire ou involontaire, mais un homicide. Or, cette affaire a été considérée comme étant un accident ou un suicide. C'était absolument pas exact. Et on a même un ADN que les autorités italiennes ne voulaient pas examiner. Et donc, on essaye de les contraindre à faire leur travail. Donc, c'est vrai qu'on a été reçus par le procureur d'Imperia, il n'y a pas si longtemps, pour essayer de faire en sorte que le dossier ne soit pas classé pour le faire réouvrir. Mais en fait, c'est un dossier qui est parti, il y a une affaire, une procédure est encore en cours à Monaco. C'est un jeune homme monégasque qui a été retrouvé mort du côté italien, à Dolcea, quoi. C'est une affaire absolument terrible pour la maman, évidemment, qui est très âgée et puis qui veut absolument connaître la vérité sur la mort de son fils. Et on se bat pour cela. Et on est aidé fortement par les journalistes. Le droit est différent en Italie. Enfin, vous êtes reçu différemment par rapport à ce qu'on peut voir en France, ou est-ce que le rôle du criminaliste en Italie est Eh bien, considéré le rôle d'une du autre manière criminaliste qu'en en France? Italie est beaucoup mieux reconnu
qu'en France. Pour la bonne raison que c'est un système judiciaire maintenant de mode accusatoire et non inquisitoire comme en France. Donc là-bas, les avocats ont l'habitude de travailler avec des criminalistes. C'est même indispensable. Et les criminalistes là-bas ont des prérogatives bien supérieures aux criminalistes français. On ne peut pas leur refuser, par exemple, de donner accès à l'intégralité du dossier. Ils peuvent auditionner les témoins qui sont obligés de leur répondre. Chez nous, c'est facultatif. On peut nous répondre ou non. Nous avons la légitimité pour nous. En général, on nous répond, mais il n'y a pas une obligation. Donc, ce sont, en quelque sorte, ils travaillent pour les avocats de la défense ou de la partie civile. Ils reprennent des dossiers et eux peuvent effectivement avoir une action directe, plus importante encore que celle des criminalistes français. C'est un système, moi, pour lequel je préconise. Évidemment, tout juriste digne de ce nom voudrait plutôt que le système soit de mode accusatoire et non inquisitoire comme en France. Vous savez, l'Inquisition ne rappelle pas de très bons souvenirs. Or, notre modèle français est l'héritier de l'Inquisition, de l'Ancien Régime, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a des défauts dans notre système judiciaire extrêmement graves et il y a un déséquilibre flagrant entre les droits, les prérogatives, les pouvoirs de la défense et ceux du ministère public. Le ministère public a tous les droits, tous les pouvoirs, et l'avocat de défense, eh ben il n'a aucune, il peut s'agiter, il peut bouger, il peut parler, mais c'est tout. Il n'a pas le droit d'aller sur le terrain, il n'a pas le droit de faire d'enquête, il n'a pas le droit de voir des témoins. C'est un, comment dirais-je, vous savez, comme dans les films, là, les personnes qui font de la figuration, c'est un figurant, en quelque sorte, l'avocat de la défense en France. En fait, la difficulté et l'absence ou l'inégalité des pouvoirs et des possibilités d'un côté. Voilà, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les mêmes pouvoirs, vous ne pouvez pas obliger les gens, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Vous n'avez finalement que le pouvoir de parole et non pas celui que la loi pourrait vous donner. Je dis ça pour les avocats, que nous avons le droit d'aller voir, de faire les enquêtes, nous avons le droit d'aller sur le terrain, nous avons le droit d'auditionner les personnes, on a le droit de saisir des experts judiciaires, ce que n'ont pas les avocats. C'est pour ça on est indispensable, normalement, à une bonne défense pour les Parce que je avocats. voulais dire, vous avez le droit d'auditionner, mais la personne peut refuser de se faire auditionner. C'est ça que je veux dire. Ils peuvent refuser, effectivement, de nous Alors que si répondre. j'ai bien compris, en Italie, cette même personne ne pourrait pas refuser. Bah, écoutez, comme dans tous les pays du monde, la personne peut aussi mentir. Hein, Oui, bien sûr. Bon, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui échappent même aux auditions par les juges, qui refusent de venir. Et les rares qu'on aille les faire chercher en fourgon pour les contraindre à répondre. Non, nous avons des méthodes différentes que ceux des services de police ou de gendarmerie, et ceux des juges. D'ailleurs, je donne des cours sur l'audition, puisque je donne des cours j'ai donné pendant 10 ans des cours à l'université de Nîmes et pendant 29 ans à l'Institut de formation des agents de recherche, où j'apprenais, jusqu'à cette année, car j'ai laissé ma place cette année seulement, et j'apprenais comment pratiquer des auditions. Et on a donc des techniques extrêmement rigoureuses et qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, au point que souvent, quand on travaille avec des services de police judiciaire et que l'on compare les résultats obtenus les uns et les autres, on en a plus qu'eux. Et donc, quelquefois, ils viennent nous retrouver pour avoir des informations complémentaires que nous aurons acquis, qu'eux n'ont pas eu, parce que nous n'avons pas les mêmes méthodes d'audition. Et ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé au fil des expériences, parce que finalement, la méthode, quand vous avez commencé, vous n'aviez sûrement pas la même. Donc ça, en fait, c'est l'expérience qui vous a amené à créer une méthode ou à créer un cadre qui permet des résultats efficaces et efficients. C'est-à-dire, c'est l'expérience et puis c'est aussi la contrainte. C'est aussi la contrainte. On savait qu'on ne pouvait pas nous obliger des gens à nous répondre. Mais en revanche, on savait que nous avions une chose très claire, évidente, c'est qu'on a la légitimité avec nous. Donc, il faut faire valoir simplement
cette légitimité? Qui peut accepter de ne pas dire la vérité s'il y a un enjeu très important pour un citoyen? Qui? Il n'y a aucune raison. Je sais qui a tué ton fils, mais je ne te le dirai pas. Parce que la personne que tu m'as envoyée, c'est pas un policier, juste un criminaliste. Mais non, ça ne nous est jamais arrivé, ça n'arrive pas. Mm. C'est légitime qu'on nous le dise pour étayer une procédure, pour pouvoir relancer une affaire, pour que cette mère de famille puisse faire son deuil, et personne ne va le refuser. Et c'est pareil si c'est un innocent en prison. On ne va pas le laisser pourrir en prison simplement parce qu'on sait la vérité, mais on ne va pas le dire parce que c'est un criminaliste et non pas un policier. Vous comprenez? C'est ça finalement. Mm. On s'imagine qu'il faut des prérogatives pour auditionner des personnes. Ce n'est pas le cas. Notre prérogative, nous, c'est simplement que nous avons la légitimité de notre mandat. Dans ce cas-là, Marie-Thérèse Garcia. Pardon? Marie-Thérèse Garcia. Le son est mauvais, je dois avouer. Oui. Katia, ton son est mauvais. Je ne sais pas ce que tu as fait. Ah, excusez-moi. Là, c'est meilleur, voilà. Oui, Bon. d'accord. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, très bien. Je voulais prendre des nouvelles de Madame Garcia, justement, son affaire a été médiatisée. L'affaire Marie-Thérèse Garcia est une des affaires pour moi qui est prioritaire. D'une urgence absolue. Pourquoi? Parce que c'est une personne très âgée. Elle a plus de 79 ans. Elle est en détention provisoire maintenant depuis plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Nous la pensons innocente. Elle est handicapée. Elle a déjà fait 6 AVC. Elle est atteinte d'arthrose invalidante. Elle a la maladie de Ménière, c'est-à-dire qu'elle perd l'équilibre, etc. Elle a toutes sortes de pathologies, mais je ne peux même pas toutes vous les citer. Et par conséquent, elle est manifestement en danger de mort en détention, puis elle n'est pas soignée correctement. Elle a des problèmes, évidemment, de cœur, elle a toutes sortes de choses épouvantables. Et il est complètement irresponsable de la part des magistrats de garder cette femme en détention. Et c'est un non-respect absolu de la présomption d'innocence, car cette personne, finalement, est présumée innocente. Elle n'a jamais été condamnée. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. Comment peut-on traiter une citoyenne française de cet âge-là et dans son état de santé en la mettant en détention sur la simple volonté d'une juge d'instruction? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Qui se base sur de faux éléments. Qu'est-ce qui peut expliquer cette mise en détention? Comment? Roger Marc, qu'est-ce qui a pu expliquer cette mise en détention? Elle a été démunie face à la justice à un moment ou à un moment donné? Non, elle a été accusée simplement par des personnes mal intentionnées qui l'ont désignée comme étant éventuellement coupable d'un crime qui a été commis il y a plus de 30 ans. Ouais. Très difficile de se défendre d'ailleurs. Vous savez, les dates de prescription. C'est parce qu'il est très difficile d'établir exactement la matérialité des faits. Au bout d'un certain temps, il n'y a plus de témoins, ils sont morts, et puis ils ne se souviennent plus. Et par conséquent, il est toujours très dangereux de vouloir juger une personne des années et des années après. Là, on est pratiquement hors délai de prescription. Il n'y a pas eu de prescription. Par quoi? Parce qu'il y a eu des actes qui ont permis de suspendre la prescription. Mais il n'empêche qu'on est plus de 30 ans après le crime. Donc, il est très difficile d'établir les faits. Et il y a donc des personnes qui en ont profité pour accuser cette femme dont ils voulaient se débarrasser ou s'emparer de ses biens. Eh bien, à partir de là, elle se retrouve en prison. Et malheureusement, le système judiciaire n'a pas eu une bonne analyse de cette affaire. Il se base sur de faux éléments. Il n'y a aucun élément matériel qui démontre sa culpabilité. Mais en revanche, on découvre sur une malle dans laquelle il y avait le cadavre de la victime, des cheveux, 2 cheveux seulement. C'est 2 cheveux châtains. L'un cheveu châtain plus ou moins foncé et l'autre châtain clair. Lorsqu'on examine ces cheveux, on se rend compte qu'il s'agit on peut pas faire, vous savez, on peut pas avoir l'ADN des personnes avec les cheveux tout seuls, s'il n'y a pas le bulbe. La plupart du temps, quand on trouve des cheveux, il n'y a pas de bulbe. Donc, on va découvrir que l'ADN mitochondrial, ce qu'on appelle
l'ADN mitochondrial, chaque citoyen, évidemment, là, et c'est transmis par la lignée maternelle. Mais c'est fourni par la lignée maternelle, mais également par un certain nombre d'autres personnes qui partagent le même ADN mitochondrial sans être de la même lignée. Alors déjà, ça complique les choses. En 1995, l'année du crime, il y avait 10 000 personnes qui avaient en France le même ADN mitochondrial qui ne sont pas de la même famille que Madame Marshall. Et Madame, je confonds les dossiers, que Madame Garcia. Garcia. Et par conséquent, déjà, c'est parfaitement contestable. On ne peut pas se servir d'un ADN mitochondrial de manière incriminante. En général, on s'en sert pour discriminer. Pour dire là, ça ne peut pas être cette personne parce que ce n'est pas le bon ADN mitochondrial. Mais dans cette affaire, on a d'autres personnes suspectes qui, en plus, sont de la même famille que Madame Garcia et ont la même lignée maternelle. Et ces personnes, on ne s'interroge pas pour savoir si eux, ça pourrait être leurs cheveux. Or, la couleur des cheveux découverts correspond à ces personnes suspectes, mais pas à ceux de Madame Garcia. Pourquoi? Parce que Madame Garcia a des cheveux noirs, des cheveux très noirs, des cheveux noirs corbeaux à l'époque. Et par conséquent, ça ne peut pas être ses cheveux. Eh bien, c'est le seul élément matériel dont on se sert pour avoir jeté en prison cette dame âgée. Mais si on l'a jetée en prison, c'est parce qu'on est dans un système de mode inquisitoire. Quel est le but de la juridiction qui a fait ça? C'est de la faire craquer. C'est d'espérer obtenir des aveux. C'est la religion de l'aveu, c'est la France. En France, on a besoin d'obtenir des aveux pour pouvoir, faute d'éléments matériels, pour pouvoir faire condamner la personne. Or, elle n'a pas avoué les faits. Elle ne les avouera jamais parce que, pour la bonne raison, ce n'est pas elle qui les a commis. Mais les magistrats ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Ils préféreraient peut-être qu'elle avoue des faits, même si ce n'est pas elle, dès lors que l'affaire sera officiellement résolue. Parce que c'est trop tard maintenant pour eux. Ils ont mis en détention depuis plus de 2 ans une dame très âgée au risque, qui encourt un risque vital, et à partir de là, leur responsabilité est gravement engagée. Donc, ils peuvent difficilement faire marche arrière et reconnaître, ben non, finalement, c'était trompé. Il n'y a pas lieu de la mettre en détention. C'est dur de dire qu'on se trompe. Mais encore une fois, vous avez souligné quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est la seule autorité en France, l'autorité judiciaire, qui n'a pas de contre-pouvoir. C'est-à-dire qui n'a pas de responsabilité. Les hommes politiques, le sportif, le cadre d'entreprise, le chef, vous faites des erreurs, vous serez responsable de vos erreurs. La magistrature, quel que soit, ah ben non, moi j'applique la loi, j'interprète la loi, je ne fais pas d'erreur. Et effectivement, dans ce genre de dossier, une personne qui n'a pas d'antécédent judiciaire, qui est aussi âgée, qui est aussi en mauvaise santé, je dirais qu'elle doit, en fait, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup en France qui sont incarcérés. Non, c'est exceptionnel. Et je me rappelle même qu'on a libéré, je ne sais plus, alors il y a quelques années, on avait libéré un homme, justement parce que son état de santé, son âge, ne permettait pas de le garder dans le milieu carcéral dans les meilleures conditions. Voilà. Donc c'est vraiment une... Et là, on est au niveau de la... Là, je vous parlais en plus de personnes qui auraient été condamnées définitivement, qu'on libère à cause de leur état de santé et de leur âge. Mais là, on est dans le cadre d'une personne simplement mise en examen, qui n'a pas été jugée, pas reconnue coupable, qui ne le sera jamais d'ailleurs. Quand elle sera jugée, elle va être acquittée. Il n'y a pas de preuve contre elle. Donc, c'est ça le problème. Là, on est vraiment dans le refus du respect de la présomption d'innocence pour une citoyenne française. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour elle dans les prochaines semaines, Roger Marc? On va faire différentes actions, on va médiatiser encore l'affaire. Il y a une journaliste qui a fait un gros travail, qui a publié un article avec des révélations. Et puis, on va également, je crois qu'elle va publier un livre sur cette affaire qui va relancer la donne. Et vous, au niveau des éléments d'enquête, au niveau de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait, vous avez des idées, vous avez des... On a des idées extrêmement précises, et d'ailleurs, mais ils ne veulent absolument pas les examiner, puisque de toute façon, l'instruction est terminée pour eux.
Il n'y a plus de D'accord, juge ok. d'instruction, il n'y a plus personne. Les avocats de défense viennent de déposer une demande de supplément d'information devant la cour d'assises pour essayer d'obtenir des enquêtes supplémentaires. Parce que la vérité n'a pas été faite du tout, cette affaire. On veut juger cette femme sans élément de preuve. D'où le fait qu'il la conserve en prison, espérant jusqu'au dernier moment, L'aveu. en raison de son âge, en raison des faits qui vont arriver, le fait qu'elle avait eu un arrière-petit-fils qu'elle n'avait pas le droit de voir en prison, etc. Qu'elle craque, qu'elle reconnaisse des faits, qu'elle reconnaisse quoi que ce soit, mais il faut qu'elle reconnaisse. Parce qu'autrement, c'est catastrophique pour la juridiction. Oui, c'est un dossier non élucidé. Voilà. C'est un dossier non élucidé, c'est un cold case. Vous savez, résoudre un cold case de nos jours, c'est le Graal pour un magistrat. C'est la gloire. Mais s'il est vraiment résolu, et là, ce n'est pas le cas, il se trompe complètement. Il y a dans cette affaire un autre scandale, c'est que les personnes qui l'accusent, en réalité, avaient tenté de l'assassiner avant de l'accuser. Ils ont mis une grenade sur sa voiture pour la faire exploser. On a les témoins, on a les preuves, on a retrouvé des grenades chez eux lorsqu'il y a une perquisition, et l'affaire n'a jamais été instruite. Ils ne veulent pas l'instruire, pourquoi? Parce que actuellement, ils veulent accuser Marie-Thérèse Garcia. Or, si jamais ils mettent en cause ces accusateurs, c'est les seuls éléments qu'ils aient, c'est le déclaratif, le témoignage. À partir de là, ils ne pourront pas continuer à porter l'accusation. Ah oui, donc, Pour un individu Hmm. comment dire, qui est face à la justice, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que il y a une forme de fossé, en fait, qu'il y a une grande difficulté à pouvoir se défendre. La machine judiciaire est complexe. Pour pour un individu, on va dire lambda, est-ce que ça peut être impressionnant? C'est extrêmement impressionnant. C'est un engrenage judiciaire impossible à arrêter quasiment. Et vous savez, j'ai rarement eu autant de difficultés pour faire valoir les droits d'un citoyen en France. Et là, pourtant, vous savez, cette femme est vraiment en danger de mort. Elle a même fait une grève de la faim qui a duré plusieurs mois. Elle a perdu 20 kilos. Ça n'a servi à rien. C'est des situations absolument étonnantes. Mais personne ne prend fait et cause pour elle parce qu'on se dit, mais si elle est mise en prison par des juges, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. C'est tout. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà l'expression la pire qui existe. Est-ce Oui, qu'il arrive que la justice reconnaisse s'être trompée? Oui, bien sûr. Bien sûr, heureusement. Dans le nombre d'affaires que l'on traite, la plupart du temps, on réussit à obtenir un gain de cause. C'est-à-dire qu'on démontre l'innocence des personnes accusées à tort. Et à partir de là, on réussit à obtenir soit des relax, lorsque c'est sur le plan correctionnel, soit des acquittements sur le plan criminel. Et ces personnes, après, peuvent faire valoir d'obtenir une indemnisation. Il nous est même arrivé d'obtenir des révisions de procès, c'est-à-dire faire annuler des procès une fois qu'ils ont été jugés définitivement et qu'ils ont épuisé tous les recours. C'est-à-dire, jugés une première fois par une cour d'assises, ils sont condamnés, ils font appel, ils sont condamnés à nouveau, ils font cassation, c'est rejeté, et à partir de là, ils n'ont plus aucun espoir, sauf si on trouve des éléments nouveaux. Oui, c'est ça en fait. Des éléments nouveaux qui vont permettre de démontrer l'existence d'un doute quant à la culpabilité des personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation, eh bien, peuvent aboutir à une révision du procès. À la réouverture. La révision, c'est-à-dire à l'annulation, à la réouverture dans un premier temps, puisqu'il y a une nouvelle instruction qui est faite, et puis après, mais c'est très difficile à obtenir. Hein. Il faut vraiment des éléments très sérieux, puis après, dans un second temps, après l'annulation de la ou des condamnations, et puis par la suite, les faits ils sont rejugés dans une nouvelle cour d'assises, et là encore, leur sort se joue, ils peuvent à nouveau être condamnés ou acquittés. Eh bien, nous avons obtenu des décisions, nous avons obtenu des révisions, nous avons obtenu donc de nouveaux procès, des acquittements et des indemnisations. Et parfois, ce sont des indemnisations assez lourdes. Ça coûte cher aux citoyens français, ce genre d'erreur judiciaire.
Et les magistrats, eux, ils s'en sortent bien. J'avais obtenu une double révision il y a quelques années pour deux hommes qui étaient accusés à tort. Ils ont fait 24 ans de détention pour rien. Et le magistrat qui va être interrogé à l'époque par des journalistes pour lui demander son avis sur l'affaire, il avait été muté, il était en exercice, il était détaché au Sénégal, à Dakar. Bon, il se la coulait douce. Et le journaliste lui pose la question, il dit alors, qu'est-ce que vous en pensez de votre travail? Il dit, mais vous êtes sûr que c'est moi qui ai traité l'affaire? C'est-à-dire qu'il ne se souvenait même pas que c'était lui, tellement qu'il comptait peu dans son esprit, ces gens-là, que c'est lui qui avait instruit le dossier et renvoyé devant les assises. Une personne acquittée, même si elle est acquittée, on va dire que la vérité a pu être rétablie. Est-ce qu'elle sort indemne de tout ça? Absolument pas. Ils sont marqués à vie. Absolument pas. C'est un préjudice immense, gigantesque, que rien ne saura compenser. On leur donne un peu d'argent, c'est tout, pour compenser un préjudice terrible. Mais les années perdues, les enfants que vous n'aurez pas eus, les divorces, votre carrière foutue en l'air, votre réputation salie à jamais, tout ça, ça sera jamais rattrapé. Il y a j'ai vu des gens dont les parents sont morts, ils n'ont pas pu se rendre à leur enterrement. C'est des choses irrattrapables. C'est une catastrophe de condamner une personne à tort. Et donc, moi, je compare les magistrats alors, qui commettent ce genre d'erreurs, qui ne respectent pas les droits des citoyens, je les compare à des chauffards qui laissent leurs victimes sur le bord de la route et qui s'enfuient. Les chauffards de la justice, je les ai surnommés. Et malgré tout ça, après vous dire, vous gardez la foi. Vous avez la foi en la justice, la foi en la manifestation de la vérité, et finalement en l'être humain. Absolument, parce que finalement, la plupart du temps, quand même, il faut bien le dire, 9 cas sur 10, on obtient gain de cause. Donc, ça donne envie de continuer et d'aider. Quelquefois, on échoue. Des affaires terribles. Alors, des affaires qui sont parfois discutables, mais où manifestement la vérité n'a pas été faite. Quelquefois, on s'est donné beaucoup de mal pour la trouver pourtant. Je me souviens d'une affaire, c'est l'affaire du jeune Alexandre Verdure, qui s'est trouvé accusé d'un assassinat absolument abominable, mais on a été jusqu'en Roumanie pour essayer de traquer les véritables coupables. On a apporté des éléments, mais la justice n'a pas voulu les étudier. Puis comme c'est la Roumanie, et que les témoins, c'est pas facile de les faire venir, c'est très difficile de faire innocenter ce jeune homme. Et donc la famille continue de se battre de son côté, espérant obtenir une révision, mais ça va être très difficile. Il y a des affaires emblématiques qui ont changé je dirais, votre manière de penser, votre manière de le vivre. Parce que je suppose que ce genre d'échec, quand on s'investit en tant que professionnel, quand bon, on échoue, en tout cas qu'on n'y est pas arrivé, même si on a fait le maximum, il y a quand même un cas de conscience, il y a quand même quelque chose qui se met en place. J'ai fait mon possible, mais j'y suis pas arrivé en fait. Alors habituellement, on essaye de continuer jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on n'arrête jamais. Mais il y a des cas dans lesquels on n'est pas suivi par les familles. Mm. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si c'est la personne accusée elle-même qui ne veut pas continuer, si c'est la famille qui ne veut absolument pas donner les moyens, si c'est des enquêtes à l'étranger, moi je suis pas suffisamment riche pour pouvoir payer les enquêtes à leur place. Et pour se faire innocenter, ma foi, il faut avoir des moyens financiers importants. Alors, il faut créer des associations, récolter des fonds, emprunter, vendre ses biens. C'est ainsi qu'on se défend en France, malheureusement, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, il faudrait qu'on soit multimilliardaire pour aider tout le monde. C'est très, très cher, les enquêtes judiciaires. Ouais. Vous savez, la justice dit que pour juger une personne, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros pour eux. Et pourtant, parfois, c'est pour juger des personnes à tort.
qui sont innocents. Alors, vous voyez, ils ne sont pas donné beaucoup de mal. Mais ça coûte quand même au minimum 500 000 à 1 million d'euros. Il nous reste Alors, 2 nous, à avec 3 des tout minutes. petits budgets, on doit inverser le processus. On ne demande pas des sommes pareilles, hein, je vous le dis tout de suite. Il nous reste 2 à 3 minutes. Donc, c'est la première d'une longue série d'émissions. En fait, vous, quand on vous a demandé de faire cette émission, Oui. qu'est-ce qui motive l'envie de vulgariser ou de faire connaître le métier de criminaliste, l'envie de faire pression parfois pour certaines affaires, l'envie d'apporter au public des éléments voilà, sur le mode de fonctionnement de sa justice. Quels sont ou tout ça mélangé finalement? C'est un petit peu tout ça mélangé, mais moi, je ne dirais pas faire pression. On ne fait pas pression, disons qu'on informe le public Mm. des dysfonctionnements judiciaires. Vous savez, la justice est rendue au nom du peuple français Mm, et avec l'argent des Français. mm. Donc, ils sont en droit d'exiger d'avoir une bonne justice. Une justice juste, c'est la première chose qu'on lui demande. Par conséquent, c'est inacceptable que des décisions soient rendues, comme celle qui est prise actuellement au préjudice de Madame cette dame âgée. C'est insupportable. On a tous une grand-mère, pas ceux qui ont la chance de l'avoir encore, ou moi j'en ai une. Je ne peux pas imaginer qu'on fasse ça à une personne âgée. Qu'au moins, vous savez, il y a des possibilités en France. Mm. On n'a pas supporté que Nicolas Sarkozy fasse plus de 21 jours. Elle était condamnée à des affaires criminelles. Elle était condamnée. Elle n'a pas été condamnée. Et il avait des antécédents judiciaires, ce qu'elle n'a pas. Je ne dis pas, je n'accuse rien Nicolas Sarkozy, c'est juste un exemple. Mais lui, on a estimé qu'il fallait le libérer sous contrôle judiciaire, avec un bracelet électronique. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avec cette dame? Tout à fait. Dites-moi pourquoi on ne lui met pas un bracelet électronique? Mm. Si on De veut poids de surveiller mesure. qu'elle fait des gestes, à moins qu'on craigne qu'elle parte en courant, et puis qu'on n'ait pas le temps de lui mettre son bracelet électronique, c'est complètement fou, c'est hallucinant. Mais sachez bien, tous, que c'est avec votre argent, ce genre de décision. Ok. Mais écoutez, on va finir cette première émission. Merci Roger Marc. Nos auditeurs et nos lecteurs, hein, comme je le précise à chaque fois, il y aura une version vidéo, une version audio, des diffusions Oui, sur multiples réseaux, et tous les 15 jours ou une fois par mois en fonction des disponibilités, parce que son agenda, précisons-le, est un agenda de ministre, hein, entre déplacements, affaires, travail. À faire. Il faut Mm. trouver les 45 minutes ou la petite heure qui permet de faire une émission. En tout cas, merci à vous Roger Marc pour cette première émission. Merci mais pour merci les à vous autres. surtout de m'avoir invité. Merci.